Il y a quelque chose que j'entends souvent dans les consultations, dans les conférences, dans les messages que les gens, me laissent. Une phrase qui revient, habillée de 1000 façons différentes, mais qui dit toujours la même chose au fond. Cette phrase, c'est: «J'attendais que quelqu'un vienne m'aider». J'attendais que, mon partenaire comprenne, j'attendais que mes parents reconnaissent, ce que j'avais traversé, j'attendais que, mon chef me valorise, j'attendais qu'un ami remarque que je n'allais pas bien. J'attendais, j'attendais, j'attendais et pendant ce temps-là, la vie continuait, les jours passaient et cette attente silencieuse et tenace devenait elle-même une prison. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ça, ensemble, tranquillement, pas pour te dire que les autres ne comptent pas, parce que ce serait faux. Les relations humaines sont ce qu'il y a de plus précieux dans une vie, mais pour explorer quelque chose de plus subtil, de plus profond, quelque chose que j'ai observé au fil des années dans mon travail de psychiatre et dans ma propre vie, la différence entre recevoir du soutien et dépendre du soutien, la différence entre être aimé et avoir besoin d'être sauvé. Ce que je voudrais qu'on explore ensemble aujourd'hui, c'est cette capacité que nous avons tous en nous, parfois enfouie, parfois étouffée, mais toujours présente, la capacité de se battre seul, non pas dans la dureté, non pas dans l'isolement, mais dans la dignité tranquille de quelqu'un qui sait qu'il peut compter sur lui-même. Je crois que cette compétence-là, cette autonomie intérieure, est l'une des plus importantes que l'on puisse développer dans une vie, et pourtant on ne nous l'enseigne presque jamais. On nous apprend à demander de l'aide, ce qui est bien, on nous apprend à nous appuyer sur les autres, ce qui est nécessaire, mais on oublie parfois de nous apprendre à nous appuyer sur nous-mêmes. Alors voilà ce que je te propose, 1 heure ensemble. 1 heure pour réfléchir à ce que ça veut dire, vraiment apprendre à se battre seul, pas avec violence, pas avec rigidité, mais avec cette douceur et cette fermeté que l'on reconnaît chez les gens qui ont quelque chose de solide à l'intérieur. Installe-toi confortablement. Laisse ce que tu as à faire se mettre en pause pour un moment. Et promenons-nous ensemble dans ces pensées. La première chose que je voudrais qu'on comprenne, c'est pourquoi nous attendons des autres à ce point. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une erreur, c'est quelque chose de profondément humain, quelque chose qui commence très tôt dans notre vie, quelque chose qui a même à un moment été une nécessité absolue. Pense à l'enfant que tu as été. Quand tu étais petit, dépendre des autres, c'était une question de survie. Tu avais besoin que quelqu'un te nourrisse, te protège, te réconforte. Ce besoin d'être secouru, d'être sauvé par une présence extérieure, il a été écrit dans ton cerveau à une époque où c'était absolument vital. Et le cerveau, il n'oublie pas facilement ce qui l'a aidé à survivre. Alors on grandit, notre corps grandit, nos responsabilités grandissent, mais parfois cette partie-là de nous, ce petit être qui attend d'être sauvé, il reste là, il attend toujours, il scrute l'horizon en espérant voir arriver quelqu'un qui va tout arranger. J'ai rencontré des gens brillants, des gens accomplis, des gens que le monde extérieur admirait et qui, dans l'intimité de leur vie intérieure, attendaient encore, attendaient la validation d'un parent qui ne la donnerait jamais, attendaient l'amour parfait qui réparerait toutes les blessures, attendaient que la vie soit enfin facile, que les circonstances s'arrangent d'elles-mêmes. Cette attente, je l'appelle parfois la grande illusion du sauveur, l'illusion qu'il existe quelque part quelqu'un ou quelque chose qui va venir te sortir de là, te comprendre complètement, te donner ce qui te manque et remplir ce vide que tu portes. Le problème, c'est pas que tu aies ce désir. Ce désir est beau en réalité. Il parle de ta soif de connexion, de ta capacité à recevoir. Le problème, c'est quand ce désir devient une condition. Quand tu te dis je ne pourrai aller bien que si lui change, je ne pourrai avancer que si elle me comprend, je ne pourrai être heureux que si les circonstances sont différentes. Quand l'autre devient la condition de ton mieux être, tu lui donnes un pouvoir immense et tu te retires le tien. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée en consultation, appelons-la Isabelle. Isabelle avait passé 10 ans à attendre que son mari évolue, qu'il devienne plus présent, plus attentif, plus tendre.
et elle attendait avec une patience douloureuse en se disant que si elle était suffisamment patiente, suffisamment bonne, suffisamment aimante, il finirait par changer. Ce que j'ai essayé de lui transmettre doucement, c'est que son mari peut être changerait, peut être pas, mais que la vraie question n'était pas là. La vraie question était qu'est-ce qu'Isabelle pouvait faire pour elle, maintenant, indépendamment de ce que son mari décidait de faire ou de ne pas faire. Et c'est là que les choses ont commencé à bouger, non pas parce que son mari a changé, mais parce qu'Isabelle a commencé à reprendre les rênes de sa propre vie. Voilà ce que j'appelle apprendre à se battre seul. Ce n'est pas se couper des autres, c'est cesser de leur déléguer la responsabilité de ton bonheur. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ce que j'observe comme l'un des plus grands obstacles à cette autonomie intérieure. Et cet obstacle, c'est la peur. La peur de se retrouver seul avec soi-même. Il y a quelque chose d'étrange et d'important dans notre rapport à la solitude. Nous vivons dans une époque où il est possible de ne jamais se retrouver seul. Le téléphone, les notifications, les sollicitations constantes créent un bruit permanent qui nous évite de rencontrer le silence. Et je crois que ce bruit, souvent, est une fuite de soi. Quand on évite la solitude à tout prix, quand on remplit tous les espaces vides avec du bruit ou de l'activité, on se prive d'une rencontre fondamentale, la rencontre avec soi-même. Et cette rencontre fait peur, parce que dans le silence, on entend des choses qu'on préférait ne pas entendre, des doutes, des regrets, des peurs, des questions sans réponse facile, des émotions qu'on a mises de côté parce qu'on n'avait pas le temps ou le courage de les traverser. Mais voilà ce que j'ai appris et ce que j'essaie de transmettre. Ces choses que tu entends dans le silence, elles ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. Ce sont des parties de toi qui réclament ton attention. Et si tu les fuis sans cesse, elles ne disparaissent pas, elles s'accumulent, elles prennent de la place. Et parfois, elles explosent à des moments que tu n'avais pas choisis. Se battre seul, ça commence par accepter de se retrouver seul avec soi, pas pour se torturer, pas pour ruminer, mais pour écouter, pour observer, pour comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. J'ai une pratique que je recommande souvent et que j'essaye de faire moi-même. Chaque jour, quelques minutes de silence, pas de méditation formelle nécessairement, juste quelques minutes où on pose tout, où on s'assoit et où on se demande simplement comment je suis là, maintenant, pas comment je devrais être, pas comment j'aimerais être, mais comment je suis. Cette question simple est souvent révolutionnaire, parce que la plupart du temps, nous ne nous la posons pas. Nous vivons à la surface de nous-mêmes, répondant aux exigences extérieures sans jamais vraiment prendre le pouls de notre état intérieur. Et quand on commence à se poser cette question, quelque chose change. On commence à se connaître différemment, on commence à reconnaître ses propres signaux, ses propres besoins, ses propres limites. Et cette connaissance de soi, c'est le premier outil de celui qui apprend à se battre seul. Si jusqu'à présent quelque chose de ce que tu as entendu t'a fait réfléchir, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. C'est un geste simple qui me permet de continuer à partager ces réflexions avec toi et avec tous ceux qui en ont besoin. Merci. Continuons, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus profond que je voudrais explorer avec toi. On parle souvent de confiance en soi comme si c'était un état qu'on possède ou qu'on ne possède pas, comme si certaines personnes étaient nées avec et d'autres sans. Mais c'est pas ainsi que ça fonctionne. La confiance en soi n'est pas un trait de caractère. C'est une compétence, et comme toute compétence, elle se développe avec la pratique. Et voici la chose essentielle que j'ai apprise à travers des années de travail clinique et de réflexion personnelle. La confiance en soi ne se construit pas en évitant les difficultés. Elle se construit en les traversant. Je vais te donner une image. Imagine un muscle. Un muscle ne se renforce pas dans le repos. Il se renforce précisément quand on lui impose un effort, quand on le soumet à une résistance. C'est dans cette résistance que les fibres se déchirent légèrement, puis se reconstituent plus fortes qu'avant. La confiance en soi fonctionne de la même façon. Chaque fois que tu fais face à quelque chose de difficile, quelque chose qui t'effraie, quelque chose que tu n'étais pas certain de pouvoir traverser, et que tu le traverses quand même, tu déposes dans ta banque intérieure
une une preuve concrète, vécue dans ton corps et dans ton histoire, que tu es capable. Et c'est cette accumulation de preuves qui construit une confiance réelle, pas la confiance fragile qui dépend du regard des autres, pas la confiance qui s'effondre à la première critique, mais une confiance solide, enracinée, qui dit j'ai déjà traversé des choses difficiles, je peux traverser celle-ci aussi. J'ai souvent rencontré des gens qui me disaient Christophe, je voudrais avoir confiance en moi, mais je n'y arrive pas. Et quand on creusait ensemble, on réalisait souvent que ces personnes avaient passé beaucoup de temps à éviter les situations difficiles, à choisir la sécurité plutôt que le défi, la certitude plutôt que l'aventure. Et en faisant ça, bien sûr, avec les meilleures intentions du monde, elles s'étaient privées des expériences qui auraient pu construire leur confiance. Il y a un paradoxe là-dedans. Pour se sentir capable, il faut faire des choses où l'on risque de ne pas y arriver. Pour construire sa confiance, il faut accepter l'incertitude. Je me souviens d'un homme, appelons-le Thomas, qui était venu me voir pour une anxiété sociale très invalidante. Il évitait toutes les situations où il pourrait être jugé, critiqué ou mis en difficulté. Il évitait les repas en groupe, les prises de parole, les situations nouvelles. Et plus il évitait, plus son anxiété grandissait. Parce que l'évitement dit au cerveau, cette situation est dangereuse, et le cerveau qui veut nous protéger prend note, et la prochaine fois, il crie encore plus fort pour qu'on fuit. Ce qu'on a fait ensemble, progressivement, doucement, c'est de réintroduire ces situations dans sa vie, pas tout à la fois, pas brutalement, mais une par une, avec préparation, avec bienveillance. Et à chaque fois que Thomas traversait une situation qu'il avait évitée, à chaque fois qu'il y faisait face et qu'il découvrait qu'il pouvait le faire, quelque chose se modifiait dans son rapport à lui-même. Il déposait une nouvelle preuve. Au bout de quelques mois, Thomas n'était pas transformé de façon magique, il avait encore des moments d'anxiété, mais il avait quelque chose qu'il n'avait pas avant, il avait des preuves, il savait qu'il pouvait traverser, et ça change tout. Mais je veux maintenant aborder quelque chose de délicat, quelque chose que j'entends parfois comme une résistance quand on parle d'autonomie et de se battre seul. Certains me disent, mais Christophe, si je n'attends plus rien des autres, si je ne compte que sur moi-même, je vais devenir dur, fermé, seul. Et je comprends cette peur, elle est légitime, parce qu'il existe effectivement une façon de se fermer aux autres qui ressemble à de l'autonomie, mais qui en est l'exact opposé. C'est l'hyper-indépendance défensive. Cette carapace que certaines personnes blessées construisent et qui dit ⁇ Je n'ai besoin de personne, je ne demanderai jamais d'aide, je n'exprimerai jamais ma vulnérabilité. ⁇ Cette posture-là n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée en force. La vraie autonomie intérieure ne nous ferme pas aux autres, elle nous ouvre à eux différemment, plus librement. Parce que quand on n'a plus besoin d'être sauvé, on peut choisir les relations que l'on nourrit, on peut aimer sans dépendance, on peut recevoir sans exiger, on peut demander de l'aide sans se sentir diminué. Il y a une belle image dans la botanique, un arbre qui a de bonnes racines, qui est bien ancré dans le sol, peut se pencher dans le vent sans se rompre, il peut s'incliner vers d'autres arbres, il peut servir d'abri, mais parce qu'il est bien enraciné, il ne dépend pas des arbres autour de lui pour rester debout. C'est ça que je cherche à transmettre. Deviens cet arbre. Développe tes racines intérieures, tes valeurs, la connaissance de toi-même, la capacité à traverser les difficultés. Et depuis cet enracinement, tu pourras te pencher vers les autres, les aimer, les soutenir, recevoir leur soutien, sans jamais perdre le contact avec ce sol solide qui est en toi. Les relations, les plus belles, que j'ai observées dans ma vie et dans ma pratique sont celles entre 2 personnes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre pour exister, mais qui choisissent d'être ensemble, qui s'apportent quelque chose, certes, qui se soutiennent, oui, mais qui ne s'utilisent pas comme béquilles mutuelles. Ces relations ont une légèreté, une liberté, une joie qui manquent souvent aux relations fusionnelles où chacun dépend de l'autre pour se sentir bien. Si ce que tu entends résonne avec quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner pour continuer ce chemin ensemble.
Chaque semaine, nous explorons des thèmes comme celui-là, des réflexions pour vivre plus profondément et plus librement. Merci d'être là. J'aimerais maintenant qu'on parle d'un sujet qui est au cœur de cette capacité à se battre seul, la façon dont on se parle à soi-même. Je suis convaincu, et les recherches en psychologie le confirment, que la voix intérieure est l'un des facteurs les plus déterminants de notre vie. Cette voix que nous entendons en permanence, qui commente, qui juge, qui anticipe, qui raconte notre histoire, cette voix façonne notre réalité intérieure bien plus que nous ne le réalisons. Et pour beaucoup d'entre nous, cette voix intérieure est brutale. Je me souviens d'un exercice que je propose parfois lors de mes interventions. Je demande aux gens d'écrire pendant 5 minutes exactement ce que leur voix intérieure leur dit quand ils échouent à quelque chose, quand ils font une erreur, quand ils ne sont pas à la hauteur de leurs propres attentes. Et ce que les gens écrivent est souvent terrifiant. Des mots qu'ils n'utiliseraient jamais avec un ami, des jugements qu'ils ne porteraient jamais sur quelqu'un qu'ils aiment, mais qu'ils se disent à eux-mêmes sans hésiter. Tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu es trop sensible, tu es égoïste. Qui t'a dit que tu en étais capable? Cette voix-là, je l'appelle le critique intérieur. Et le critique intérieur est souvent la première chose qui empêche de se battre seul. Parce que, avant même que la difficulté extérieure ait pu se manifester, le critique intérieur a déjà démoralisé, découragé, diminué. Alors comment change-t-on cette voix? Pas en la supprimant, pas en lui criant dessus, pas en faisant semblant qu'elle n'existe pas, mais en développant une autre voix à côté, une voix plus juste, plus équilibrée, plus bienveillante, une voix que j'aime appeler le témoin bienveillant. Le témoin bienveillant est cette partie de toi qui peut observer ce qui se passe, les difficultés, les erreurs, les émotions, sans les amplifier et sans les nier. Une partie qui peut dire oui, tu as fait une erreur, oui, c'est difficile, et en même temps, tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais, et tu peux apprendre de ça. Cette voie-là, elle s'entraîne, elle se développe avec la pratique. Et l'une des pratiques les plus simples que je connaisse pour la développer, c'est de s'adresser à soi-même comme on s'adresserait à un ami cher. Quand tu as fait une erreur, quand tu traverses quelque chose de difficile, pose-toi cette question: que dirais-je à un ami que j'aime si c'était lui qui traversait ça? Et puis dis-toi la même chose à toi-même. Et ça paraît simple, et ça l'est dans sa formulation. Mais c'est une pratique profonde qui peut transformer en profondeur ton rapport à toi-même, parce que se battre seul ne veut pas dire se battre contre soi-même. Ça veut dire avoir quelqu'un de fiable dans ta tête, quelqu'un qui est de ton côté, quelqu'un qui croit en toi même quand tu doutes, quelqu'un qui te traite avec la dignité et la considération que tu mérites. Et cette personne-là, ce peut être toi. Il y a un autre aspect que j'aimerais explorer avec toi, et c'est la question du sens. Quand on parle de se battre seul, on parle aussi de trouver en soi les raisons de continuer, pas d'attendre que quelqu'un vienne nous donner le sens de notre vie, mais de chercher ce sens à l'intérieur de soi. Viktor Frankl, psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration, a écrit quelque chose qui m'a profondément marqué. Il a observé que les personnes qui survivaient le mieux aux conditions les plus inhumaines n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement. C'étaient souvent ceux qui avaient un sens, ceux qui avaient un pourquoi, une raison de tenir. Il disait: celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Et cette observation, tirée de l'expérience humaine la plus extrême, s'applique à notre vie quotidienne. Les personnes qui traversent le mieux les difficultés, qui se relèvent le mieux après les échecs, qui gardent une direction même dans la confusion, ce sont souvent celles qui savent pourquoi elles font ce qu'elles font, qui ont un lien avec quelque chose de plus grand que leur peur du moment. Ce sens, il est différent pour chacun. Il peut être dans une vocation, dans une relation, dans une création, dans un engagement, dans une pratique spirituelle, dans le service aux autres. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que ta réponse. Mais la question est, as-tu pris le temps de chercher ta réponse? Ou est-ce que tu vis sur autopilote, répondant aux urgences du quotidien sans jamais te demander pourquoi tu te lèves le matin? Je ne parle pas d'une grande mission héroïque.
Je parle de quelque chose de plus humble, de plus intime. Ce qui compte pour toi, ce qui te donne le sentiment d'être vivant. Ce qui, quand tu le fais, te donne l'impression que ta présence sur cette terre a un sens. Trouver ça ou continuer à le chercher avec honnêteté, c'est aussi une façon de se battre seul. Parce que quand tu as ce fil, quand tu as ce sens, tu n'as plus besoin que les autres te disent qui être. Tu le sais déjà. Je veux maintenant parler de quelque chose que je considère comme une compétence essentielle, peut être même la plus importante, de celui qui apprend à se battre seul, et c'est la capacité à traverser l'inconfort. Nous vivons dans une culture qui fuit l'inconfort avec une énergie extraordinaire. Tout est organisé pour que nous soyons toujours confortables, divertis, rassurés. Et cette fuite de l'inconfort, si compréhensible soit-elle, nous rend fragiles. Parce que la vie n'est pas toujours confortable. Les défis réels, les vraies croissances, les moments qui nous transforment, ils passent presque tous par une zone d'inconfort, par une période où l'on ne sait pas encore, où l'on doute, où l'on lutte. Et si on a passé des années à fuir cet inconfort, si on a tout organisé pour ne jamais le rencontrer, alors dès qu'il apparaît, et il apparaîtra toujours, on s'effondre. Ou on cherche quelqu'un pour nous en sortir. Apprendre à tolérer l'inconfort, à rester assis avec ce qui est difficile sans immédiatement chercher à le fuir ou à le faire disparaître, c'est une pratique transformatrice. Il y a un concept en psychologie que j'aime beaucoup, celui de la fenêtre de tolérance. Cette fenêtre, c'est l'espace à l'intérieur duquel on peut traverser des émotions difficiles sans se sentir submergé. Et ce que j'observe, c'est que cette fenêtre s'élargit avec la pratique. Chaque fois que tu restes avec un inconfort, au lieu de le fuir, tu élargis légèrement ta fenêtre, tu te démontres que tu peux traverser ça. C'est pas de la souffrance pour la souffrance. C'est pas du stoïcisme froid. C'est quelque chose de plus nuancé. C'est apprendre à distinguer entre l'inconfort qui grandit et la douleur qui détruit. L'inconfort qui grandit est celui qu'on traverse parce que c'est nécessaire, parce qu'il nous mène quelque part. La douleur qui détruit est celle qu'on subit inutilement sans que rien de bon ne soit au bout. Apprendre à distinguer l'un de l'autre, ça aussi c'est une compétence et ça se développe avec le temps et avec l'expérience. Si ce contenu t'aide dans ta réflexion, c'est le bon moment pour t'abonner et partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ces pensées ne valent quelque chose que si elles atteignent les personnes à qui elles sont destinées. Je veux maintenant aborder quelque chose de très pratique, parce que j'ai passé du temps à te parler de principes et de concepts, et je crois qu'il est important d'atterrir dans le concret. Dans ce qui peut changer quelque chose dès aujourd'hui, voici quelques pratiques simples que je t'invite à explorer. La première, c'est ce que j'appelle le bilan du soir. Chaque soir, avant de dormir, prends 3 minutes, pas plus, et pose-toi ces 3 questions. Qu'est-ce que j'ai traversé aujourd'hui qui m'a demandé de l'effort? Comment ai-je réagi face à ça? Et quelle est la chose, aussi petite soit-elle, dont je peux être satisfait aujourd'hui? Ce bilan n'est pas un exercice de complaisance, c'est un exercice d'attention à soi. C'est une façon de ne pas laisser les journées passer sans les traverser vraiment. La deuxième pratique, c'est ce que j'appelle l'action courageuse quotidienne. Chaque jour, fais une chose que tu aurais tendance à éviter, une chose qui t'inconforte légèrement. Pas une chose terrifiante, juste une chose qui demande un petit effort sur toi-même. Appeler quelqu'un à qui tu dois appeler, dire une vérité que tu as gardée pour toi, commencer quelque chose que tu as reporté, te mettre dans une situation sociale qui t'anxie légèrement. Avec le temps, ces petites actions courageuses accumulent, elles construisent une image de toi-même comme quelqu'un qui avance, qui fait face, qui ne se laisse pas paralyser. La troisième pratique, et peut être la plus profonde, c'est la pratique du dialogue intérieur bienveillant. Je t'en ai parlé tout à l'heure, mais concrètement, ça ressemble à ça. Quand tu t'apprêtes à te critiquer durement, fais une pause, respire et demande-toi, est-ce que je parlerai ainsi à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, cherche une autre façon de te parler, une façon plus juste, plus honnête, mais aussi plus douce. Ce n'est pas du positif à tout prix, c'est de l'honnêteté bienveillante. On peut reconnaître une erreur sans se flageller,
On peut identifier une faiblesse sans se condamner. Et la quatrième pratique, c'est de cultiver ce que j'appelle les ressources intérieures. Chaque être humain a des ressources, des forces, des valeurs, des expériences passées de résilience, des moments où il a traversé quelque chose de difficile et s'en est sorti. Le problème, c'est que nous oublions ces moments, nous ne les registrons pas. Et quand une nouvelle difficulté arrive, nous repartons de zéro comme si nous n'avions jamais rien traversé. Prends le temps régulièrement de te rappeler de tes ressources, de ces moments où tu as été fort, où tu as tenu, où tu as fait quelque chose de bien, pas pour te vanter, mais pour avoir sous la main, quand tu en as besoin, des preuves concrètes de ta capacité. Il y a une dernière chose que je voulais te dire avant qu'on arrive à la fin de ce chemin ensemble. Se battre seul ne veut pas dire que le chemin est solitaire. Il y a une confusion fréquente entre indépendance et isolement, entre autonomie et fermeture. Et je veux être très clair sur ce point. Chercher du soutien est un acte de courage. Demander de l'aide est une forme de force, pas de faiblesse. S'entourer de personnes bienveillantes, de personnes qui nous stimulent, de personnes qui nous reflètent notre meilleure version, c'est une des décisions les plus intelligentes que l'on puisse prendre. La différence que je veux souligner, c'est la différence entre chercher du soutien et attendre d'être sauvé, entre nourrir une relation et dépendre d'une relation, entre recevoir de la chaleur humaine et en avoir besoin pour survivre. Tu peux avoir un entourage merveilleux et être profondément autonome. Ces deux choses ne sont pas contradictoires. En fait, l'autonomie intérieure rend souvent les relations plus belles parce qu'on y entre librement, parce qu'on choisit réellement d'être là et non parce qu'on a peur de ne pas y être. J'ai vu des gens traverser des moments d'une solitude absolue, des deuils, des ruptures, des pertes d'emploi, des maladies et rester debout. Pas parce qu'ils étaient insensibles, pas parce qu'ils ne souffraient pas, mais parce qu'ils avaient quelque chose de solide en eux, une certitude tranquille, non pas qu'ils ne tomberaient jamais, mais qu'ils pourraient se relever. Et j'ai vu des gens entourés de monde, aimés, soutenus et pourtant effondrés, parce qu'ils n'avaient pas encore trouvé ce sol solide en eux-mêmes. Ce sol solide, c'est ce que j'appelle de tout cœur à cultiver. Nous approchons de la fin de ce voyage ensemble et je voudrais prendre quelques minutes pour revisiter avec toi les chemins que nous avons parcourus. Nous avons commencé par comprendre pourquoi nous attendons des autres. Cette attente est humaine, elle a des racines profondes dans notre histoire, dans notre enfance, dans ce que le cerveau a appris pour survivre, mais à un moment, cette attente peut devenir une prison. Et reconnaître ça, c'est le premier acte de liberté. Nous avons parlé de la peur de la solitude, cette peur de se retrouver seul avec soi-même, et de la façon dont cette peur, quand on lui donne la place de décider, nous prive d'une rencontre fondamentale, la rencontre avec soi. Nous avons exploré la confiance en soi non pas comme un trait fixe, mais comme une compétence qui se développe dans l'action, dans la traversée des difficultés, dans l'accumulation de preuves que nous sommes capables. Nous avons fait la distinction entre la vraie autonomie, celle qui nous ouvre aux autres différemment, et l'hyperindépendance défensive qui n'est qu'une peur déguisée. Nous avons parlé de la voix intérieure, de la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes et de l'importance de développer un témoin bienveillant à l'intérieur. Nous avons évoqué le sens, ce pourquoi qui nous permet de traverser n'importe quel comment. Nous avons parlé de l'inconfort et de la nécessité d'apprendre à le traverser plutôt que de le fuir. Et nous avons terminé par des pratiques concrètes, des gestes simples, quotidiens, qui construisent progressivement cette autonomie intérieure que nous cherchons. Aucun de ces chemins n'est linéaire. Aucun d'eux ne se parcourt une fois pour toutes. C'est un travail de toute une vie. Et c'est précisément pour ça que c'est un travail qui vaut la peine, parce que la personne que tu deviens en chemin, cette personne qui apprend à se tenir debout, qui apprend à se parler avec bienveillance, qui apprend à traverser ce qui est difficile, qui apprend à ne plus attendre que quelqu'un vienne la sauver, cette personne est plus libre, plus vraie, plus vivante et plus capable paradoxalement d'aimer les autres.
parce qu'elle n'a plus besoin d'eux pour se compléter, elle peut simplement les accueillir, les apprécier, les choisir. Je voudrais terminer avec une image que je porte souvent avec moi. Pense à ces arbres que l'on voit parfois qui poussent dans des endroits difficiles, sur une falaise battue par les vents, dans un sol rocailleux, dans un climat rude. Ces arbres ne sont pas droits comme des arbres de pépinière. Ils sont tordus, noueux, singuliers. Ils portent dans leur forme même les traces de tout ce qu'ils ont traversé, mais ils sont là, debout, enracinés. Et il y a dans leur présence quelque chose d'incroyablement beau, quelque chose qui dit: j'ai traversé tout ça et je suis encore là. Et je crois que c'est ça, au fond, apprendre à se battre seul. Et c'est pas devenir parfait, c'est pas ne jamais souffrir, c'est pas ne jamais avoir besoin des autres. C'est développer progressivement ces racines qui te permettent de rester debout, même quand le vent souffle fort, même quand le sol est difficile, même quand personne ne vient. Et depuis ces racines, tu peux te pencher vers le ciel, tu peux t'ouvrir à la lumière, tu peux accueillir ce que la vie t'apporte, mais tu n'as plus besoin que quelqu'un d'autre vienne décider si tu as le droit de pousser. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, merci pour le temps que tu as donné à ces réflexions, à toi-même, à ce chemin intérieur. C'est pas rien. Dans un monde qui va vite, prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir à comment on veut vivre, c'est déjà un acte courageux. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose dans ce que tu as entendu a fait écho à quelque chose de vrai en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut être quelqu'un qui attend en ce moment, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui cherche comme toi cette solidité intérieure, parce que les mots ne valent quelque chose que quand ils atteignent les bonnes oreilles au bon moment. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, pas de l'image que tu donnes, pas de ce que les autres pensent de toi, mais de toi, du vrai toi, celui qui mérite autant d'attention et de bienveillance que n'importe qui d'autre dans ta vie. À très bientôt.